Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour terminer Cœur de patrimoine cette semaine, on accueille Alexis Rouessé. Bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes le PDG d'Arago et avec vous, on va parler du financement des plus de 60 ans. Parce que c'est très important à certains moments de sa vie de pouvoir continuer à avoir des projets, à trouver donc des financements parce que parfois ça coince au niveau du parcours d'emprunteur traditionnel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, présentez-nous d'abord en quelques mots Arago, parce que c'est quand même une entreprise relativement jeune, on va dire, et tout le monde ne connaît pas forcément. Alors, nous avons créé Arago en 2017 avec 3 associés. Aujourd'hui, nous sommes plus de 15 personnes et notre mission, c'est de développer des prêts pour les personnes qui n'ont pas accès facilement à un crédit bancaire classique. Et comme vous l'avez dit juste à l'instant, la première population à laquelle on s'adresse sont les gens de plus de 60 ans, parce qu'ils ont encore plein de projets, ils ont plein de choses à faire, ils ont en fait plein de besoins de financement, mais que pour eux, c'est extrêmement compliqué d'obtenir un crédit. Il y a moins de 4% de ces personnes-là qui obtiennent un crédit tous les ans. Et c'est pour ça qu'on a créé un prêt qui s'appelle le prêt 60. Non, mais on n'est pas obligé d'avoir 60 ans pour s'adresser à vous aussi. Aujourd'hui, si, il faut avoir 60 ans ou plus. Ou plus. Bon. C'est de 60 à 122 ans et 3 mois. Alors, cette offre commerciale, entre guillemets, elle est quand même très encadrée, on va dire, puisqu'en fait, c'est un prêt viager hypothécaire. Pourquoi je fais cette incise ? Parce que le deuxième mot, viager, il peut mettre un peu le feu aux poudres. Et n'importe qui peut se dire « Ah non, mais moi je veux pas entendre parler du viager, les histoires de Jeanne Calment, tout ça, c'est pas pour moi. » Voilà, qu'est-ce qui distingue finalement ça ? Parce que c'est important de faire le distinguo. Ce prêt viager hypothécaire de toutes les autres formes de prêts, entre guillemets, ou de financement que l'on destine aux seniors. Il y a le viager, je le disais, il y a le prêt relais senior. Enfin voilà, il y a quand même des financements qui sont là, mais ça n'a rien à voir, j'ai envie de dire, avec la choucroute, si vous me permettez l'expression. Je vous permets. Alors, le premier point, c'est que le prêt viager hypothécaire, attention, donc c'est la définition légale du produit qui a été définie en 2006 par une loi, donc c'est extrêmement encadré, comme vous l'avez dit. Là, dans ce terme-là, viager, c'est un adjectif. Ça dure toute la vie. Donc c'est un prêt à vie, avec une garantie sur un bien immobilier, si on le fait en traduction normale, d'accord ? Et c'est important. Un viager, c'est très différent. Un viager, en fait, c'est une vente viagère. Vous vendez votre maison, votre appartement, votre patrimoine immobilier. Nous, c'est vraiment, et là, c'est le premier mot qu'on oublie vite, c'est un prêt. Vous allez obtenir un prêt, vous allez mettre en garantie un bien immobilier, mais c'est juste une garantie, vous êtes toujours propriétaire. Vous avez un prêt, il y a un taux fixe, vous connaissez comment est-ce que ça peut évoluer dans le temps, et vous le remboursez quand vous en avez envie, ou quand vous vendez le bien, ou à partir de votre succession. Bien sûr. Alors, vous avez commencé en vantant, entre guillemets, la réponse que ça apportait aux besoins patrimoniaux de ces plus de 60 ans. Est-ce qu'on peut rappeler les avantages de ce prêt pour cette tranche d'âge, justement ? Alors, il y a plusieurs avantages. Premier avantage assez simple, c'est l'accès à ce prêt. Ouais. Donc déjà, on a une réponse de sa banque. C'est déjà pas mal. Voilà. Alors, c'est un prêt hypothécaire, donc c'est pour les propriétaires. Il faut voir que les plus de 60 ans sont à 70% propriétaires. Ça fait à peu près 12 millions de personnes aujourd'hui. Donc, il faut être propriétaire. En revanche, tous les avantages sont qu'il n'y a pas de questionnaire de santé. Vous pouvez avoir eu des gros pépins de santé. Nous, on ne veut même pas en entendre parler. Ça ne va pas nous bloquer là-dessus. Il n'y a pas d'assurance. Puisque comme vous pouvez le rembourser au décès, s'il y avait une assurance, ça ne marcherait pas, quoi. Voilà. Autre élément très important, c'est qu'en fait, tous les autres prêts qui sont proposés par des banques sont faits en fonction de vos revenus et surtout de vos revenus futurs. Il y a la loi des 35%, je vous l'apprends pas. Voilà, tous les critères du HCSF dont on parle en permanence. Qu'on adore, voilà. Eh bien, en fait, le prêt 60, lui, n'est pas soumis à ça. Pourquoi ? Parce que tous les mois, vous n'êtes pas obligé de rembourser une mensualité. Donc, en fait, quand on a plus de 60 ans, nos revenus ont tendance à baisser,
à partir de la retraite, puis pension de réversion, etc. Et donc là, l'intérêt, c'est que comme vous n'avez pas de mensualité, vos revenus nets ne baissent pas. Ouais, votre reste à vivre. On ne mange pas votre reste à vivre avec une grosse... Et donc Quand ça, vous c'est dites- hyper important. Quand vous dites on n'est pas obligé de rembourser, c'est-à-dire qu'on peut faire le choix quand même de rembourser, c'est-à-dire que le truc est complètement pilotable. Le truc est... Alors, complètement, il y a toujours un peu de limite, mais il est extrêmement pilotable. C'est-à-dire que vous n'avez pas, au début, à dire j'ai remboursé tant dans 2 ans, puis tant dans 3 ans. Non, ça, c'est vous le décidez sur le moment. D'accord. La limite, c'est il faut rembourser au moins 4%, c'est pas beaucoup non plus, de ce que vous avez emprunté. Parce que nous, on ne sait pas gérer des remboursements de 10 euros par 10 euros. Là, le truc ne va pas tenir. Mais 4%, donc ça veut dire qu'en gros, ça va vous payer les intérêts pour une grosse moitié de l'année. Voilà. En préparant l'interview, j'ai remarqué que vous aviez une cible moyenne de 76 ans et un montant d'emprunt autour de 130 000 euros. 76 ans, ça fait quand même un public particulier. Et j'imagine que il faut expliquer beaucoup de choses. Il faut être sûr que tout est bien compris, parce qu'on a commencé cet entretien en parlant de ce mot qui n'est pas un nom propre, un nom commun, mais un adjectif. Ça va bien quand on a, entre guillemets, l'âge qu'on a, mais on peut se dire que ce public cible, au-delà de 60, 70, 76 ans en âge moyen, il faut tout bien expliquer, c'est ça ? Il faut être extrêmement pédagogue, effectivement. Alors, il y a juste une petite précision. Donc, la moyenne, c'est 76 ans, mais on prête, en gros, les prêts qu'on a faits, c'est de 60 ans à 98 ans, on a fait. D'accord ? Donc, c'est assez large. Oui, 98 ans, il faut bien expliquer. Ouais, il avait du tonus, notre cher ami de 98 ans. Et donc, l'explication, on fait très attention à ça. Effectivement, on passe en moyenne... alors, nous, quand vous vendez ce type de prêt, vous n'avez pas le droit d'aller chez les gens, même à leur demande. D'accord ? Pour être sûr de ne pas imposer une solution. On n'a pas mis le pied dans la porte. Voilà, on n'est pas en train de forcer le truc et on ne veut surtout pas. Donc, on passe en moyenne 6 heures de téléphone pour chaque client avant de faire l'opération. Si on l'a fait, voilà. Et après, on fait très attention aux conseils. Et en plus, il y a toujours un notaire qui est impliqué. Donc lui, il est responsable de l'intérêt des 2 parties, que les gens aient bien compris. Enfin, c'est un produit bancaire, c'est un prêt. Donc, vous avez la loi Scrivener, vous avez tous les éléments explicatifs qui sont très compréhensibles, le taux effectif global, etc. Donc, tout est extrêmement cadré. Et nous, on prend des précautions supplémentaires, en fait. Par exemple, à partir de 75 ans, on demande un avis médical. Donc, c'est pas du tout sur la santé de la personne, c'est juste sur ses capacités cognitives. D'accord. Est-ce que la personne comprend bien ce qu'on lui dit ? Est-ce qu'elle est capable de décider ? décider ? Et ça, c'est à votre initiative ? C'est à notre initiative avec nos partenaires bancaires. Parce que comme nous, on n'est pas une banque, l'emprunteur, il va signer avec une banque. Alors justement, le reste de l'environnement patrimonial de cette clientèle-là, il y a la banque, effectivement, qui rentre en jeu. Vous l'avez dit, il y a le notaire, mais peut-être que la personne aussi a son notaire, ou son CGP. Enfin, comment est-ce que toute cette profession, on va dire, de la gestion de patrimoine vous accueille ? Comment est-ce qu'ils intègrent finalement ou pas ce produit, ce prêt 60 dans leur préconisation patrimoniale ? Alors, ils sont tous très sympathiques. On n'a aucun problème d'accueil. D'accord. Notre devoir à nous, c'est de faire connaître le produit. En fait, la problématique majeure, c'est que les gens ne connaissent pas ça. Ce qui est important à savoir, parce que, en fait, par exemple, en Angleterre, qui est le marché européen où ce type de prêt est le plus développé, en 2022, il y en a eu de distribués pour 7 milliards d'euros, équivalent 7 milliards d'euros, c'est-à-dire plus de 95 000 prêts. D'accord ? Et en France ? En France, c'était nous les 90% de la production. On a fait 60 millions d'euros sur les 18 derniers mois. Donc, tout petit écart. Voilà. Ça laisse une belle marge. Marge de progression. Exactement, il y a de la marge. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Angleterre, ça y est, ce type de prêt-là est devenu ce qu'il doit être. C'est-à-dire qu'il transforme votre bien immobilier, qui est votre première réserve de précaution, que vos parents, vos grands-parents vous ont toujours dit, d'abord t'achètes ta résidence principale, après on voit. Et bien maintenant, ça devient une réserve de liquidité. Et c'est ça la transformation du système. Et à partir du moment où en fait les CGP, les notaires, les banques, etc. comprennent ça, et que nous, on peut leur apporter la solution clé en main,
eh ben, ça va Ça assez passe tout seul, facilement. ouais. On va essayer de rentrer un peu dans le détail maintenant, histoire que justement nos auditeurs, qu'ils soient ou épargnants ou CGP, comprennent bien les choses. D'abord, vous dites son bien immobilier. Qui fixe la valeur du bien immobilier? Parce que j'ai envie de dire, si c'est vous, vous avez peut-être envie que le truc coûte moins cher parce que ça vous limite votre risque. Ou pas. Enfin voilà. Qui fixe la valeur du bien immobilier dont dépend, j'imagine, le prêt? Exactement. Alors, en fait, c'est pas nous, c'est un évaluateur indépendant qui a tous les tampons, RICS, voilà, tout ce qu'il faut de la profession, qui est totalement indépendant de nous, que nous payons à chaque fois pour les trucs. Il ne connaît pas nos grilles d'analyse, d'accord? Donc il fait une analyse totalement indépendante. Et après, nous, on va regarder ce qui se passe avec ça. Mais il y a un point très important à noter, c'est que imaginons, vous voulez... je vous vieillis un peu. Hein. Allez-y. Voilà. Ou moi, par exemple, je veux emprunter avec mon bien immobilier. Et moi, je considère au départ, parce qu'on monte le dossier juste avec mon estimation, je dis que mon bien immobilier vaut 700 000 €, tout ça. Et je dis, j'aimerais bien emprunter 200 000 €. Et l'expert passe et il dit, non, il ne vaut pas 700 000, mon ami. Vous êtes bien trompé. Il vaut que 600 000 €. Et vous pourrez, et après, la banque va vous dire, c'est pas 200 000 € que je peux vous prêter, mais plutôt 150 000 €. Quel est l'impact? Vous n'avez pas perdu d'argent. Contrairement si vous faisiez un viager, une vente. Simplement, je vous prêterai un peu moins. C'est le seul impact qu'il y a. Oui. D'accord? Après, nous, on n'a aucun intérêt, en fait, à ce que ça soit sous-évalué. Parce que nous, on gagne notre vie avec des commissions, qui sont d'ailleurs affichées, qui sont en fonction du montant du prêt. Oui, donc à la rigueur, vous... Donc, on peut faire plus petit, mais il y a un moment, ça devient pas agréable pour nous non plus. Donc, voilà. Donc, c'est un expert indépendant. Donc, expert indépendant, et après, une proportion de la valeur du bien est consentie en prêt. Exactement. On est d'accord. Il y a un taux d'intérêt? Oui, il y a un taux d'intérêt, il est fixe. Il est entre 6 et 7%. D'accord. D'accord. C'est plutôt bas de fourchette du crédit conso. Parce qu'il y a un autre élément important de ce prêt-là, c'est que c'est comme un crédit conso, il y a encore plus souple d'ailleurs, c'est qu'il n'est pas affecté. Vous faites ce que vous voulez de l'argent. D'accord. Vous n'avez pas besoin d'avoir un projet immobilier, vous n'avez pas besoin d'avoir une dépense spécifique. Il n'y a même pas besoin de justifier, quoi, en fait. Il n'y a pas besoin de justifier ce que vous faites de l'argent. D'accord. Donc ça, c'est un truc très important. Et c'est pour ça qu'on est assez proche de ces types de taux d'intérêt. C'est pour ça qu'on n'est pas sur les taux qu'on entend pour l'immobilier. Ouais, pour acheter un bien Parce immobilier. que tout le monde va s'attendre à ce type de truc et se dire, ah non, 6-7, c'est un voleur. Personne n'oserait penser ça de nous, je l'espère. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait donc du coup, puisque c'est pas affecté? On en fait ce qu'on veut? C'est-à-dire que vous avez des exemples d'utilisation, on va dire, intelligente d'exemples de clients qui ont pu, par exemple, je sais pas, rénover un bien, donner à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Alors, des exemples assez simples. Par exemple, il y avait une personne à laquelle je pense, qu'on va appeler Bertrand, si ça vous dérange pas. Bertrand, il avait un bien locatif, d'accord, qu'il avait acheté pour compléter sa retraite. Sauf que son bien locatif, pas de chance, il est passé en note DPE, que tout le monde connaît, en G. Et du coup, il peut plus louer. Et pas de peau, le locataire, cette année-là, s'était dit, tiens, j'hébergerais bien ailleurs. Pas à cause du G, juste parce que sa vie changeait. Et donc, il n'a plus le droit de le louer. Et là, vous avez quoi comme problématique? Vous avez quelqu'un qui comptait sur ces revenus-là, qui les a plus, et à qui on va demander, alors là, c'était le cas, on lui demandait à peu près 70 000 € à 80 000 € pour repasser en D. Parce que s'il remontait juste en F, 2 ans après, il fallait recommencer. Pour mieux sauter. Donc, voilà, donc c'est pas bon. Donc, voilà. Et là, le problème, c'est qu'il les a pas. L'intérêt, là, c'est qu'on a pu faire le prêt. Il a emprunté, il est en train de faire ses travaux actuellement. Et une fois que c'est fait, il reloue, et mieux. Et le point majeur, c'est qu'il n'a pas déboursé 1 €. Il n'a pas de mensualité obligatoire. Alors, je dis mensualité obligatoire parce qu'on est obligé de dire qu'il y a les mensualités, même si on n'a pas à les payer. D'accord. Donc, c'est important. Mais, vous voyez, on est très strict là-dessus. Et donc là, il a pu faire ça. Et retrouver des revenus, et d'ailleurs, qui normalement devraient augmenter par rapport à. C'est un premier point. Ouais.
Deuxième point, nous on l'a vu aussi sur une personne qui s'est dit oui mais si je fais un prêt comme ça et qu'il y a une garantie sur mon bien immobilier, après mes enfants ils vont toucher qu'une partie de la valeur du bien immobilier après avoir remboursé le prêt, etc. Et on avait vu son cas et honnêtement assez prenant mais assez classique. Cette dame habite à Lille, elle a une fille, la fille est à Nantes et le fils est à Lyon. En fait, on peut regarder, la dame elle est en pleine forme, etc. Normalement, si on touche à rien, ses enfants vers 60-65 ans vont hériter de la moitié d'une maison à Lille, qui est donc en moyenne à 600 km de chez eux. Passionnant. Là, je lui dis, en même temps, vous pourriez emprunter, faire un don, par exemple, de 100 000 euros à chacun, et là, ils ont leur apport, et le jour où, malheureux arrivant, au moment de la succession, en fait, ils sont déjà propriétaires chez eux. Et en plus, si l'immobilier a augmenté ils auront bien, une petite ils auront poire en pour la plus soif. une poire pour la soif en plus. Parce que, autre point important, c'est que toute progression de l'immobilier, c'est pour l'emprunteur ou ses héritiers. Nous, on n'a pas d'avantage là-dessus. Oui, le remboursement se fait sur la base du prix, entre guillemets, de départ, du montant qu'on a emprunté. Alors non, ça se fait juste... le remboursement, c'est le calcul des intérêts. Ouais. C'est tout bête. Vous avez emprunté 100 000 euros, un capital un jour. Il y a eu des intérêts, on va dire, à 6%. Au bout d'un an, vous devez 106. Au bout de 2 ans, vous devez un peu plus de 112. Au bout de 3 ans, vous devez pas loin de 101. Et c'est calculé, vous pourrez dire, il n'y a aucune surprise dessus. Donc, pour le prêteur, son rendement, il est fixé. Ouais. Et donc, pour l'emprunteur, pareil, de l'autre côté. Et ça, c'est gravé dans le marbre. Oui. En revanche, si l'immobilier effectivement a progressé et que la maison a pris 40%... C'est pour les héritiers, etc. Nous, ça n'affecte en rien votre prêt. Le prêt n'est pas affecté. En revanche, si, imaginons l'immobilier s'écroule, d'accord ? Parce que personne ne souhaite, surtout sur Radio Patrimoine, mais si l'immobilier s'écroule, quoi qu'il arrive, les héritiers ne devront pas plus que ce qui a été mis en garantie. C'est-à-dire s'il y a une maison qui a été mise en garantie, si la maison vaut plus que 100 000 euros, alors que le calcul d'emprunt dirait vous devez 200 000 euros, en fait, ils ne doivent que 100 000 euros. Là, c'est tant pis pour vous. Donc, on n'est pas pour. Hein. Soyons très clairs, on n'est pas pour. Bon. Voilà donc pour le fonctionnement de ce prêt. Au moment où justement arrive le moment de la succession, les enfants ou les petits-enfants, bref, les héritiers, peut-être peuvent-ils un peu découvrir ce prêt, ne pas avoir été totalement informés de son fonctionnement, ceci, cela, parce qu'il a peut-être été conclu il y a longtemps, etc. Dans ces cas-là, j'imagine, vous les accompagnez, enfin, ils découvrent le truc. Alors, donc nous, on suggère aux personnes qui empruntent d'informer leur famille, leurs héritiers, etc. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on pense que c'est mieux. Mais après, chacun est grand. Hein. Les gens sont responsables. Les situations de chacun sont différentes. Ce qui va se passer, en fait, après, à partir du moment de l'ouverture de la succession, c'est le notaire qui va informer les enfants. D'accord ? Nous, après, rapidement, le notaire nous met en contact avec les enfants, ou on passe via le notaire, ça dépend de comment les gens veulent faire. Et en fait, il va y avoir à peu près 3 possibilités pour les héritiers. Premièrement, ils ont de l'argent. Alors, gros choix, c'est soit ils veulent garder le bien immobilier, soit ils ne veulent pas le garder. D'accord. S'ils veulent le garder, ils ont de l'argent par ailleurs, ils remboursent le crédit. Puis il n'y a plus de garantie dessus, et puis hypothèque, c'est eux. Soit grâce à la succession, ils arrivent à rembourser le crédit. Soit ils ne veulent pas le garder ou ils n'ont pas les moyens de rembourser le crédit. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on va se mettre d'accord avec eux pour mettre en vente le bien immobilier. D'accord. Mais normalement, c'est eux qui le mettent en vente. Il est à eux, le bien immobilier, pas nous. Oui, c'est ça. Voilà. Et après, on va faire attention à ce que ça puisse rembourser la dette et qu'ils le vendent au mieux, mais plutôt pas trop lentement. Parce que pour eux, comme pour nous, c'est embêtant parce que les intérêts vont continuer à courir. Bien sûr. Donc voilà. Mais c'est vraiment à leurs mains et c'est à eux de décider à ce moment-là. Juste pour finir, parce que certes, on parle de solutions patrimoniales, mais on est aussi dans la vie des boîtes et c'est intéressant de voir comment fonctionne notre écosystème. Vous avez levé 250 millions d'euros avec comme maître mot industrialiser l'offre. C'est-à-dire que ça nous ramène au milieu de notre entretien, quand vous avez dit la marge de progression qu'il y avait entre l'Angleterre et la France. Vous vous dites aujourd'hui, ce mode
cette solution patrimoniale, elle ne peut que grandir et vous allez l'apporter? C'est bien l'objectif. Donc, c'est une solution qui se développe, alors comme on l'a dit en Angleterre, mais partout en Europe, même en Europe latine, en Italie, en Espagne, au Portugal, Pays-Bas, Irlande, bon, je pourrais vous les citer. Alors oui, industrialiser. Nous, en fait, on a mis beaucoup de temps à mettre sur le marché avec nos partenaires ce produit-là. Pourquoi ? Parce qu'on a construit une structure extrêmement solide pour pouvoir répondre à la demande et augmenter. D'accord ? Et donc l'objectif cette année, c'est d'arriver à prêter 100 millions d'euros ou plus aux personnes et en gros 150 millions d'euros l'année suivante. Donc oui, c'est industrialisé. Le potentiel de ce marché, il est de plusieurs milliards annuels par an. C'est ce qui se passe ailleurs. Et d'ailleurs, c'est le seul système industrialisable. Tout ce qui est vente en viager, nue propriété, etc., c'est des relations personne à personne. Négociation sur le prix, etc., c'est pas industrialisable. Même les premiers acteurs, ils sont obligés, ils ont les meilleurs, ils ont un commercial fait 10 ventes. Et ils peuvent pas changer le ratio, ils n'y arrivent pas. D'accord ? Donc ça, c'est déjà un truc. Nous, c'est un contrat d'adhésion, c'est bancaire, et en même temps, c'est extrêmement surveillé. Et donc, ça sécurise tout le monde, et ça se met en place beaucoup plus vite. En 2-3 mois, vous avez le versement, vous pouvez mettre en place votre projet. Merci beaucoup, Alexis. Merci encore, Alexis Rouessé, donc, pour Arago et cette solution pour emprunter, entre guillemets, à plus de 60 ans. Voilà, nous arrivons à la fin de ce numéro de Cœur de patrimoine. Merci pour votre confiance et votre fidélité. On espère bien sûr que toutes ces analyses, toutes ces expertises ont été utiles pour mieux appréhender votre gestion de patrimoine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration de votre patrimoine. À très bientôt. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.